avons ici beaucoup d'archives sur la famille, photos, peintures, correspondances, journaux. Et je me disais que ce serait intéressant de rassembler ces documents et de raconter un peu l'histoire de la famille. Ça commence au 19e jusqu'à maintenant, où les enfants, eux aussi, dans la famille, il y a des peintres, des sculpteurs et des photographes. Donc c'est intéressant de voir que les techniques ont beaucoup changé au cours des années, mais qu'il reste malgré tout, tout au long du temps, un certain esprit très particulier, qui est un rapport à la nature, amour de la nature, amour de la beauté, simplicité, qui se retrouve jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer la première photo que j'ai ici, où on voit Paul Flandrin à Lyon avec sa mère, au moment de quitter la ville pour monter à Paris. Parce qu'il se dit, qu'est-ce que c'est que ce photographe qui me vole mon image, qui peut-être va être un concurrent pour le portrait. Alors il n'est pas très rassuré, mais enfin bon, il s'est fait beau. On le voit une autre fois faire des caricatures parce qu'il était toujours en train de rigoler. Il s'est représenté partant faire un paysage avec son parasol, sa boîte de couleurs, sa gourde d'eau. Il va sur le motif. Mais alors avant, donc, les voilà qui montent à Paris et qui vont voir le maître Ingres. Ils sont très intimidés, il roule son chapeau, il se présente, Ingres les accueille très gentiment. Très vite, ils vont être très aimés par le maître Ingres et les meilleurs élèves du peintre. Alors voici la photographie d'un dessin où les deux frères ont chacun représenté l'autre. Et c'était très amusant parce qu'ils étaient tellement intimes que souvent les gens, quand ils voyaient arriver les deux frères, disaient « Ah, voilà Flandrin tout entier ». Et c'est avec l'influence de Ingres que Hippolyte Flandrin a fait cette étude d'un berger au bord de la mer. Toutes les théories d'Ingres se retrouvent là, la perfection de la ligne, la mélancolie, la sobriété. Enfin, c'est d'une grande beauté. Et Paul, par exemple, faisait le portrait d'un modèle en Italie. Il a appelé ça la Florentine. C'est beaucoup plus simple, plus intime, plus charnel. Et c'est amusant parce que ce même modèle a été fait en même temps par son frère Hippolyte. Et alors, chez Hippolyte, d'abord elle est de face, ensuite c'est très maniéré et froid. La couleur est froide, tandis que là, c'est très doux. Alors, de retour en France, Paul parcourt la campagne parce que finalement, ce qu'il aime, c'est la nature. Et alors, il s'en va avec son matériel dans la forêt de Fontainebleau, dans les Alpes, au bord de la mer. Et à Barbizon, il rencontre toute l'école de Barbizon, une école de paysagistes qui, au lieu de travailler en atelier, emporte dans un petit bagage les tubes de couleurs qui sont apparus à ce moment-là. Ils n'ont pas besoin de broyer les poudres avec de l'huile en atelier. Ils sont dehors, ils pressent le tube et ils font sur le motif le paysage. Alors Hippolyte fait une peinture très différente. Il aime s'intégrer à l'architecture, décorer les églises, faire des fresques. Et alors souvent, Paul l'aide. Hippolyte fait le sujet, les grandes figures, et Paul fait le fond du paysage, les plis, des petits détails de personnages secondaires. Ils ont toujours un petit carnet dans la poche, un beau petit crayon bien taillé, et hop, ils saisissent quelque chose qui leur a plu et le posent dans leur carnet pour pouvoir après le travailler en atelier. À la même époque, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, à Paris, 6e arrondissement, tous les personnages de mon histoire se retrouvent au même moment. Dans ce quartier,
qui est le quartier des éditeurs, des peintres, des étudiants. Alors il y en a qui viennent de Lyon, donc les Flandrins, les Souverbie, ils viennent du Béarn, et les Bulloz de Franche-Comté. Paul Flandrin a eu plusieurs enfants, dont Louis Flandrin, qui était, lui, non pas artiste, mais professeur de latin-grec au lycée Louis-le-Grand à Paris. Ce grand-père a eu plusieurs enfants, dont 3 artistes. Marthe Flandrin, Madeleine, sculpteur, et Paul, architecte. Louise, qui n'était pas elle-même artiste, a épousé Jacques Bulloz, fils d'Ernest Bulloz, photographe. Mon grand-père paternel, Jacques-Ernest Bulloz, avait fondé sa maison d'édition photographique et de vulgarisation par l'image, c'est ainsi qu'il désignait son travail, en 1897, 21 rue Bonaparte. Il était le neveu de Louis Pierson. Louis Pierson était le frère de sa mère Catherine. Et Louis Pierson était un photographe célèbre pour être, entre autres, le photographe officiel de la cour de Napoléon III. Mais au début de sa carrière, à partir de 1880, il a été d'abord l'agent commercial de la maison Braun, un photographe allié à la famille Pierson. Et chez Braun, il a beaucoup voyagé en France et à l'étranger, et il a connu à peu près tous les peintres qui comptaient dans le monde artistique à l'époque. Avant de fonder sa propre entreprise, il s'était fait conférencier, et c'est une activité qui lui a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'il composait des séries de vues sur verre qu'il projetait à l'aide d'une lanterne magique, et il a rencontré un joli succès en présentant des reproductions d'œuvres d'art via la photographie. Et il s'agissait pour lui, disait-il, de donner la beauté à tous. L'œuvre particulière de ton grand-père, ça a été de faire des reproductions très appréciées pour la qualité du travail et surtout la qualité de tirage inaltérable au charbon. Il a photographié l'œuvre et fait de très beaux albums de l'œuvre de Ingres, de Cantal-Latour. Il a également photographié l'œuvre de Gustave Moreau et surtout, pourrait-on dire, celle de Rodin. Et d'ailleurs, il y a quelques années, une belle exposition Rodin et ses photographes a permis de voir l'œuvre de ton grand-père, donc qui était très liée à Rodin. Également à Claude Monet, dont il s'est fait un ami et qu'il rencontrait quand il allait à Giverny. Et ils s'étaient rencontrés au bord de l'eau. Claude Monet, sur une barque, avait un atelier flottant avec ses toiles en cours, ses couleurs et son parasol. Et mon grand-père pêchait le goujon dans le même étang. Alors ils avaient lié amitié et parlaient peinture. Et ensuite, Claude Monet a fait photographier toutes ses œuvres par grand-père. Ce qui est triste, c'est que c'était du noir et blanc. Et que, en fait, les Monet, il faut voir la couleur. Mais enfin, c'était quand même un début. Il était aussi le photographe de Rodin. Et Rodin appréciait beaucoup le travail de mon grand-père parce qu'il cherchait non pas à flatter l'œil, mais à être exact comme le sculpteur aurait voulu. Qu'on voit les volumes et les degrés de gris. Et alors il travaillait avec Rodin pour mettre un fond derrière. Enfin, c'était un travail à deux. Et Rodin était très content. On a beaucoup de correspondances entre lui et Rodin. Une des particularités de ton grand-père, c'est qu'il a beaucoup bataillé pour que les photographes obtiennent le droit d'auteur auquel ils n'avaient pas droit jusqu'à présent parce que les photographies étaient considérées comme des produits industriels. Et il a écrit de nombreux articles dans la presse professionnelle, il a organisé et participé à de nombreux congrès, il s'est fait aider d'avocats pour que les photographes soient considérés comme des auteurs.
dès son plus jeune âge, a toujours eu l'envie d'être peintre. Elle est entrée à l'école des Beaux-Arts à 15-16 ans. Elle était élève de Jean-Paul Laurence, professeur aux Beaux-Arts. Elle a toujours été passionnée par l'art mural. Elle a décoré à fresque des églises, l'église du Saint-Esprit à Paris et Sainte-Geneviève de Nanterre. Elle a décoré aussi des pavillons aux expositions universelles de 1937, le pavillon de la Parure et le pavillon pontifical, des grandes décorations murales. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est que les femmes commençaient à faire des métiers d'hommes, c'était les années 36, et on voyait donc une équipe de femmes avec Marthe Flandrin grimper sur les échafaudages, étaler l'enduit pour la fresque, comme des hommes, avec les maçons. On appelait ça des équipes de camarades. Quand elles n'avaient pas de fresque à faire, elles faisaient des paysages dans la campagne, en Italie, en Grèce, en France, à Paris. Et ces paysages sont très construits, très lumineux, très méditatifs. Enfin, c'est des œuvres importantes. Elle a disons, son propre génie artistique. Hein. Et donc, elle va être saisie par les paysages et aussi la construction de ces paysages. C'est-à-dire qu'ils sont construits par la nature, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette montagne que l'on voit très souvent, cette montagne aride qui domine vraiment les paysages. Mais elle a une vision comme ça très monumentale des choses et des gens aussi. Simplification, construction, ça c'est très important et elle s'y est exercée justement parce que là elle était tranquille, personne ne l'embêtait, elle pouvait peindre vraiment comme elle est et puis vraiment s'attacher à son motif. Il n'y a absolument pas de ciel dans ce paysage et c'est ça que je trouve vraiment très très intéressant. Même pas un liseré, rien du tout. C'était aussi un personnage et ces femmes partaient. C'est vrai quand on imagine qu'elles partaient au Maroc comme ça, bon, bien sûr, elles n'étaient pas toutes seules, mais enfin quand même, c'était aussi couper les ponts un peu quelque part avec sa famille, et puis voilà, je travaille, je fais ce que j'ai envie de faire. Ça, je pense que bon, c'est son caractère aussi, mais c'était important. Elles étaient toutes comme ça en fait. Hein. On était 6 ou 7 fidèles, tantes martistes. On les appelait les tantes martistes. Alors il y en a un qui s'est greffé à notre équipe solidement, puisque plus tard je l'ai épousé, Bernard Souverbi, fils de Jean Souverbi. Et c'est comme ça que j'ai connu Jean Souverbi et que j'ai beaucoup apprécié les grandes conversations que j'avais avec lui dans l'atelier. Ce qui frappait chez Souverbi, c'était cette liberté de conscience, de valeur, qui nous obligeait à remettre en cause ce qui semblait être acquis. Et la découverte qu'il y avait un autre monde que celui qu'on essayait de nous faire croire. C'est la présence de Jean Souverbi qui a fait nommer cette académie la section d'or.
Parce que, bon, naturellement, surtout à l'époque, par la suite, il a eu moins de référence à cette espèce de notion harmonique et la série d'or, comme on dit. Bon. Sous Verby, il avait du reste, et moi j'en ai un ici en bas à la cave, un grand compas de sculpteur qui, au lieu d'être réglé pour multiplier par 2, pour multiplier par 3, pour réduire ou agrandir, voilà, sur les proportions, le truc était réglé à 1,618, ce qui fait qu'à chaque fois, il avait, quand il y avait besoin d'une proportion bien arrêtée, et c'était le cas dans sa peinture, où il y avait une espèce de formulation cubiste qui était un dépouillement des formes, donc il y avait des proportions, et ces proportions, bon, il prenait son compas, il avait toujours son compas accroché à son chevalet, et il prenait ces proportions entre la grande, la petite, la moyenne, etc. Et je crois que par la suite, il s'en est servi de moins en moins, parce que je crois que l'artiste finit par avoir un œil qui fait que, bon, quand il trouve la proportion idéale, ben, elle est presque 1,618 dans son rapport avec le reste. Mais dans la peinture, j'allais dire, peinture courante, journalière, ça n'en servait pas tellement. Enfin, il a oscillé entre, c'est comme dans toute son œuvre, on trouve cette espèce de présence de ne pas oser trop, de ne pas vouloir plutôt, pas oser peut-être, ne pas oser aussi bousculer trop la nature et essayer quand même de la plier à un ordre, qui relève de toutes les lois de l'art plastique. Il s'agit donc d'une famille d'artistes bien dans leur temps. Ils utilisent toutes les nouvelles techniques, des couleurs synthétiques, des matériaux nouveaux, des bétons, des appareils photo sophistiqués, des ordinateurs, des caméras. Ils montent sur des échafaudages pour peindre sur les murs ou projeter des images géantes sur des bâtiments. Ce sont des indépendants, insouciants de leur confort matériel et intellectuel. Leur vie est souvent difficile car ils ne font pas de concessions. Leur volonté de s'exprimer emporte tout. Ils sont les témoins de la beauté du monde et de sa fragilité.